Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce tout nouveau webinaire de l'innovation. C'est un plaisir de se retrouver ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Servane Rennes et je suis chargée de communication chez Laval Mayenne Technopole. Notre mission chez Laval Mayenne Technopole, c'est d'accompagner l'innovation et les projets d'innovation sur le territoire de la Mayenne, que ce soit auprès des porteurs et porteuses de projets de création d'entreprises innovantes, des startups, des entreprises établies sur le territoire ou des collectivités. Et une partie importante de notre mission est de diffuser l'innovation, les méthodes et bonnes pratiques pour donner envie, pour permettre à un maximum d'entreprises et acteurs économiques de se rendre compte qu'il est possible d'innover, qu'il existe des outils et méthodes à portée de toutes et de tous. Pour participer à la diffusion d'une culture de l'innovation sur le territoire, nous organisons le programme des matinées et webinaires de l'innovation tous les deuxièmes mardis du mois avec soit une matinée en présentiel sous la forme d'un atelier pratique ou de témoignage, ou soit comme ce matin, un webinaire intitulé L'art de simplifier, c'est parfois enlever plutôt qu'ajouter. Je vais à présent pouvoir laisser la parole à Christian Travier, directeur de Laval Mayenne Technopole. Bon webinaire à toutes et à tous. Bien, ben on va y aller. Donc, on est là ensemble pour une petite heure et je vais essayer de partager avec vous donc ce sujet de la simplification. Alors, d'abord, je vous remets tout de suite au travail parce que est-ce que vous êtes comme moi et il y a des produits ou des services qui vous paraissent compliqués? Et pourtant, vous vous dites, ça devrait être plus simple. Il n'y a pas de raison pourquoi c'est si compliqué. On veut juste faire ceci ou cela. Alors, je vous laisse une minute pour mettre dans le chat des produits. Voilà, les produits que vous dites, mais là, vraiment, ça devrait être plus simple. Allez-y, est-ce que vous allez être tous d'accord ou est-ce qu'on va avoir une longue liste? Moi, en tout cas, je suis souvent appesté en disant pourquoi c'est si compliqué. Encore ce matin, là, en essayant de préparer la connexion au webinaire, je me dis, mais ça pourrait quand même être un peu plus simple. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Plateforme numérique impôt.gouv et l'URSSAF. Voilà, ça c'est un service qui paraît compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans les produits? Il y a plein de boutons, où il y a plein de fonctions dont on se demande à quoi elles servent. La facturation numérique, alors oui, ça, c'est pas encore là, mais ça pourrait être compliqué, on va voir. La box Internet, faire du café, trop de dosettes, trop d'électronique, oui. Alors moi, il y en a un qui, depuis toujours, m'énerve, c'est la machine à laver le linge, parce que personnellement, je trouve que voilà, il y a beaucoup de boutons et on y reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Ça, c'est vraiment une photo de mauvaise qualité. Je vous le concède du thermostat de mon chauffage à la maison. Et j'avoue que au bout de quelques années, j'ai toujours pas vraiment compris à quoi servaient tous les icônes et la navigation se fait à l'aide d'un tout petit joystick microscopique. C'est vraiment compliqué d'accéder aux paramètres alors qu'on veut juste chauffer et régler la température. Quelque part, ça devrait être simple. Voilà une photo un peu exagérée peut-être, mais qui existe de l'arrière d'un vidéoprojecteur, qui explique peut-être pourquoi de temps en temps se connecter ça fait perdre quelques minutes dans tous les séminaires, les formations. Les contrats d'assurance, hein, ou plein d'autres types de contrats aussi, où il y a toujours des petites lignes, on les appelle comme ça, écrites très longues, qui parlent de beaucoup de choses pour dire souvent pas grand-chose au final. Voilà. Donc en fait, pourtant, il me semble que tout le monde comprend et tout le monde admet que si on arrive à faire quelque chose de simple, c'est assez efficace. Et que généralement, ça permet des réussites commerciales importantes. Voilà, des exemples de choses très simples, hein.
la table lac de chez Ikea. Alors, Ikea est quand même réputé pour faire des produits assez basiques. Un objet très simple, hein, le couteau Opinel qui a tellement survécu à toutes les modes parce qu'il il est excessivement simple. Voilà, la bague de maintien, voilà, c'est un principe très simple et ça fonctionne quelle que soit la situation. Le stylo Bic, là aussi, 60 ans ou plus d'existence sans rien changer parce que ça fonctionne et c'est simple. Un produit un peu plus technologique et néanmoins simple, c'est les nouveaux ventilateurs Dyson sans pale. Voilà. Alors, quelqu'un tout à l'heure dans le chat parlait du café, mais ceci dit, Nespresso avait révolutionné en son temps le café avec, voilà, on insère la dosette, on appuie et le café coule. C'était quand même relativement simple. La page Google, moi je suis toujours épaté au bout de 20 ans, de plus de 20 ans d'existence. Quand j'avais vu la page Google au tout début, je m'étais dit, bon, ça ne va pas durer. Au bout d'un moment, ils vont vouloir nous rajouter d'autres choses, de la pub ou je ne sais quoi. Ben non, ils ont réussi à rester sur leur page très simple depuis toujours. Amazon Prime, qui est effectivement, voilà, on achète en un clic, c'est très efficace. Et puis, une marque iconique aussi de la simplicité, c'est une marque japonaise qui s'appelle Muji. Bon, ça, c'est maintenant, ils ont développé des hôtels, voilà, design basique mais simple, où les choses sont, il n'y a pas de superflu. Voilà, donc en fait, la simplicité est souvent, malgré tout, un signe de succès quand on arrive à faire l'objet simple qui répond aux besoins tel qu'il est attendu par le consommateur. Donc pourquoi est-ce si difficile de faire simple? Parce que il faut bien l'admettre, c'est difficile de faire simple. Mais c'est paradoxal parce qu'on se dit, bah, si c'est simple, ça devrait être simple de faire simple. Eh bien non, c'est pas simple de faire simple. Quelques raisons que j'ai essayé de mettre en avant pourquoi c'est difficile de faire simple. Parce que bah, le vieil adage, la nature a horreur du vide, s'applique tout à fait dans la conception de produits. Parce que finalement, ajouter quelque chose, c'est simple. Quand on travaille collectivement à la conception d'un produit ou d'un service, il y a toujours quelqu'un à ça qui dit oui, mais on pourrait aussi faire ceci ou cela. Et effectivement, dès lors que quelque chose est possible et peut être utile dans certaines situations, on a envie de le rajouter. C'est un peu une impulsion de tous les concepteurs de produits ou de services de vouloir rajouter au cas où. Voilà, parce que rajouter, ça rassure. Effectivement, on se dit, si on rajoute une fonction, si on rajoute une possibilité, on va peut-être élargir la base de clients possible, puisque on va toucher des gens qui auraient des besoins plus spécifiques ou des modes d'usage du produit plus exigeants. Et quand on ajoute, je pense qu'on peut se convaincre assez facilement qu'on améliore le produit. Puis on dit, ah ben oui, il faisait ceci, cela, et maintenant on va rajouter une option, une possibilité. Par contre, à l'inverse, psychologiquement, quand on enlève quelque chose, quand on dit, ah oui, on aurait pu, dans ce produit, rajouter telle fonction, on aurait pu, mais on décide de ne pas le faire, il y a toujours quelqu'un qui va se dire, ah, mais voilà, on m'enlève quelque chose, c'est une perte potentielle, et c'est difficile psychologiquement à faire. Donc ça, c'est un peu une des premières raisons pourquoi la simplicité n'est pas facile, parce qu'elle est un peu contre nature au final de notre psychologie. L'autre raison, c'est que la complexité est souvent comprise comme étant de l'expertise. Quelque chose de complexe, vous voyez, j'ai écrit cette équation mathématique à côté là. Si je vous demande, pour la plupart d'entre vous, qu'est-ce qu'elle signifie, vous allez dire, oula, c'est compliqué, c'est quelque chose d'expert.
Alors, ça ne dit juste que x plus x égale 2x. C'est juste une autre façon de l'écrire, où on a complexifié le propos, mais tout de suite, on a l'impression que celui qui a écrit ça, il est savant, il est expert, alors qu'en fait, il a juste écrit quelque chose d'évident. Mais c'est souvent vrai dans beaucoup de situations. Le fait de faire quelque chose de compliqué, tout de suite, on a l'impression que quelqu'un est expert. Moi, je le vois régulièrement quand j'assiste à des présentations de projets innovants. On a des personnes qui, effectivement, ont une façon de présenter très complexe. Et tout de suite, on se dit, oh là là, il doit être fort, parce qu'il prend des choses avec des mots compliqués, des schémas compliqués. Et ça donne l'illusion de la maîtrise de quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas. Et une présentation très simple peut être faite par quelqu'un qui maîtrise, qui est un vrai expert, mais voilà, on se laisse tromper. Et donc, on confond aussi une offre riche, une offre avec beaucoup de possibilités, un produit complexe, on le confond avec un produit à haute valeur. C'est une mauvaise perception des choses, mais elle est fréquente. Voilà. Et par ailleurs, surtout si on fait travailler quelqu'un et qui revient vers nous avec quelque chose de très simple, il y a un peu un sentiment que il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Ça ne vaut pas ce que ça vaut. Hein, vous connaissez peut-être cette histoire assez connue d'un navire qui, voilà, le moteur d'un énorme navire qui était en panne. Et ils appellent quelqu'un de très loin qui vient, un hélico, etc., pour dépanner. Et il rentre dans la salle des machines et voilà, il observe, et puis à un moment donné, il prend un petit marteau, il tape à un endroit précis, et le moteur redémarre. Et il prend sa facture, je ne sais plus, plusieurs dizaines de milliers de dollars, je pense que c'était une histoire américaine. Et là, l'armateur, enfin, le propriétaire du bateau, ou le capitaine du navire, n'est pas très content, il dit, mais attendez, vous avez passé 2 secondes. Oui, mais ces 2 secondes, elles étaient le résultat d'une longue expérience. Ce qui compte, c'est le résultat. La personne voulait que son bateau redémarre, elle perdait beaucoup d'argent d'avoir le bateau immobilisé. Et donc, voilà. Être simple ne signifie pas forcément qu'on n'a pas travaillé. En tout cas, qu'on n'a pas travaillé dans la durée, qu'on n'a pas une expertise importante. Enfin, dernière raison pourquoi la simplicité, c'est pas simple, c'est qu'en fait, faire simple, c'est décider de faire simple. Parce que, à l'inverse, faire complexe, c'est souvent le résultat d'une non-décision. C'est dans la conception d'un produit, on ajoute des choses et personne ne décide jamais qu'à un moment donné, il faut trancher. C'est comme, vous voyez là cette photo des strates de la Terre où les choses se sont accumulées depuis des millions d'années. Ben, en fait, la complexité est souvent une accumulation de choses qui apparaissent soit dans le temps, où on rajoute une règle, on rajoute une amélioration, enfin, quelque chose qui est censé être une amélioration, mais c'est un ajout à ce qui existe déjà. Et au final, il y a rarement, en tout cas, je ne connais pas vraiment de fonction de quelqu'un dont la mission serait d'enlever. Alors, on nous parle régulièrement en politique de simplifier les lois, de réduire les normes, mais de facto, c'est très difficile à faire. On voit bien qu'on n'y arrive pas et que personne n'est vraiment en charge de ça. Donc voilà, et la complexité, c'est ça que je trouve assez important de bien comprendre, la complexité n'est pas le résultat d'une décision. Évidemment, nulle part, personne dans les services conception des entreprises, personne ne décide de créer un objet complexe. Ça n'existe pas, sauf des gens vraiment qui seraient un peu pervers et masochistes. Mais pourtant, à la fin, le résultat est là. L'objet peut être complexe parce qu'il est le résultat d'une stratification de décisions, de non-décision
et d'accumulation de fonctionnalités ou de règles ou de process qui peuvent être complexes. Et puis enfin, faire simple, c'est forcément renoncer, c'est-à-dire c'est forcément choisir. On ne peut pas faire simple en gardant tout. Et donc, il faut renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir faire un produit simple. Et moi, je le vois, c'est dans les créateurs d'entreprises que nous accompagnons, il y a toujours une lutte au début parce que la plupart du temps, les gens ont une idée qui est intéressante. Et quand on leur demande, mais à qui vous voulez vendre, ils disent à tout le monde. Ils ont du mal à faire des choix très précis de dire c'est qui les clients pour lesquels on va travailler. Parce qu'ils ont toujours l'impression que s'ils choisissent un segment de clients, par exemple, on choisit de travailler en B2B et non pas en B2B, en B2C, en B2B2C. Si on choisit un segment de clients, où on travaille pour les collectivités, où on travaille pour les entreprises, où on travaille pour les clients de tel âge à tel âge, ou bien de telle zone géographique, quand on choisit, on renonce aux autres et la plupart du temps, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Alors que moi, j'essaye de leur expliquer qu'en fait, choisir, ça va permettre d'être meilleur, d'être plus focus sur le client précis, de répondre mieux à son besoin et donc, au contraire, de gagner. Alors que si on veut répondre à tout le monde, il y a toutes les chances qu'on fasse quelque chose de complexe qui ne satisfasse personne. Donc, renoncer, c'est difficile. Renoncer aussi à certaines options, oui, bien sûr que ça pourrait être bien que dans 1% des cas, le produit, il ait telle ou telle fonction. Oui, mais ça va être des coûts additionnels, une complexité additionnelle, et au final, quel est le gain? Voilà, donc renoncer à tout, à certaines options, renoncer à faire tout. Il n'y a pas grand-chose dans la vie qui permet avec un seul objet, de répondre à tout. Et l'autre dernière renoncement pour un certain type de gens qui sont plutôt de caractère perfectionniste, c'est renoncer à ce désir contrôlable de faire quelque chose de parfait, parce que d'abord, c'est pas possible, la perfection n'est pas de ce monde, et c'est une illusion la plupart du temps. Mais voilà, mais le renoncement est un déchirement et c'est une des raisons pourquoi faire simple, c'est compliqué. Donc voilà, donc il y a beaucoup de côté psychologique hein, dans ce que je viens de vous dire, mais finalement, l'humain est derrière tout et en particulier dans les phases de conception et d'innovation. Alors, est-ce que sur ces généralités en lien avec les difficultés de pourquoi c'est difficile de faire simple, est-ce qu'il y a des questions déjà ou des remarques? Si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous avez le droit, ou si vous, au contraire, quelque chose que vous voulez demander. Voilà. Est-ce qu'il y a-t-il des remarques? J'attends quelques secondes dans le chat. Sinon, on va passer à une phase plus méthode. Comment on peut quand même lutter contre ces tendances naturelles à la complexité pour essayer de faire des produits simples et des innovations simples. Est-ce que le français, par rapport à d'autres pays, a tendance à faire compliqué? Alors, c'est une question intéressante. Je n'en ferai pas une généralité absolue. On dit souvent, ça peut être vrai que effectivement les Américains, par exemple, sont plus pragmatiques, oui, et peuvent peut-être avoir une approche de la simplicité. Les Français sont un peu plus conceptuels, un peu plus réfléchissent peut-être plus. Et donc oui, ça peut, mais après, je pense que c'est beaucoup aussi lié aux personnes individuellement. Ou s'arrêter entre simplification et raison d'être sans philosopher? Oh, ça c'est une question justement un peu philosophique. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce que vous voudriez dire. Mais peut-être que la suite va y répondre.
Donc, comment on va se comporter dans la conception ou l'innovation de produits? Alors, juste pour être clair, il y a deux situations assez différentes, mais je vais vous les présenter, ces deux situations, puis après, je vais proposer des outils et des méthodes qui s'appliquent à l'une ou à l'autre ou aux deux. Mais il faut bien être conscient quand même que les deux démarches sont un tout petit peu différentes. Il y a la démarche 1, c'est on a déjà un produit et on essaye de l'améliorer, d'innover pour le rendre plus efficace, pour le rendre moins cher, pour le rendre pour lui ajouter peut-être des fonctionnalités justement, ou pour changer un peu son usage. Donc là, on part d'un existant. Et puis l'autre situation, c'est on crée quelque chose de totalement nouveau à partir de rien parce qu'on a eu une idée ou parce qu'on a constaté un besoin et qu'on veut développer un produit qui répond à ce besoin. Donc c'est deux cas de figure très classiques dans l'innovation, mais qui induisent forcément ensuite des méthodes et des outils un peu différents, même s'il y a aussi part de choses qu'on peut partager. Donc, en gros, lorsque le produit existe, forcément, il faut écouter les retours du client parce que quand un produit existe, il est utilisé depuis longtemps par beaucoup de monde. Donc, c'est en captant tout ce que les gens disent qu'on peut imaginer se lancer dans une démarche de reconception ou d'amélioration. On a de la data aussi sur comment les gens utilisent le produit, alors soit parce que c'est un produit connecté ou un service connecté, on a donc des datas mesurées en temps réel, soit parce qu'on va faire des observations où on va questionner les gens sur leurs usages. Et bien sûr, ces gens sont tous différents, donc ils ne vont pas tous se comporter de la même façon. Et généralement, on y reviendra, il y a une petite fraction des clients qui font la majorité du chiffre d'affaires. C'est sur cela qu'il faut évidemment se concentrer. Évidemment, quand on va vouloir simplifier, la première démarche assez naturelle, c'est de supprimer ce qui n'est pas utilisé par les clients, qu'on avait prévu au départ en ne sachant pas trop ce qu'ils voudraient faire. Et puis ensuite, améliorer ce qui reste avec peut-être donc un designer. Quand on est en conception de produit, c'est un peu différent puisque par définition, on n'a pas vraiment de retour possible puisque le produit n'existe pas. Donc là, il faut plutôt se concentrer sur une typologie de client, on appelle ça un persona. Donc dire, voilà, je vais faire un produit pour telle profession, par exemple, voilà, pour les comptables qui ont ce problème-là et dans les petites structures de comptables. Voilà, il y a toujours un problème précis pour un client précis. Donc, se concentrer là-dessus pour pouvoir concevoir son produit, partir du besoin principal et ensuite répondre au besoin principal en premier. Et puis ensuite, éventuellement, s'il y a des gens qui demandent des options, parce qu'il y a toujours des clients qui ne sont jamais satisfaits de quelque chose de simple, eh bien, plutôt que de répondre systématiquement oui, et de rajouter des fonctionnalités, il est peut-être possible d'avoir un modèle économique un peu différent et de faire payer assez cher des fonctionnalités supplémentaires pour des clients qui ont des besoins particuliers. Et puis, par contre, si on veut intégrer dans la vie du produit, dans les versions 2, 3, 5 du produit, intégrer des choses que réclament les clients, il faut vraiment travailler avec la majorité des gens et pas seulement parce qu'une personne a demandé quelque chose, ce qui paraît évident, mais même si c'est évident, je vois souvent des entrepreneurs qui, quand ils revoient leurs produits, ils se laissent embarquer par des demandes spécifiques d'un ou deux clients. Alors, comment peut-on travailler? Avec quoi, avec quels outils travailler pour simplifier les choses et dans les phases donc, de conception et d'innovation. Alors, il y a une stratégie bien connue qui a été mise en évidence au début des années 2000 par deux professeurs de l'INSEAD, qui s'appelle la stratégie Océan Bleu, qui montre que finalement, pour pouvoir
Alors, l'océan bleu, c'est en contraste avec l'océan rouge. L'océan rouge, pardon? Non, je croyais que quelqu'un avait parlé. L'océan rouge, c'est voilà, l'océan plein de piranhas où les gens, les concurrents se mangent entre eux et donc l'océan est rouge de sang. Et l'océan bleu, c'est voilà, on a la mer pour soi tout seul parce qu'on a réussi à se distinguer de ses concurrents. C'est un peu cette image pour dire que comment, grâce à l'innovation et à la différenciation, on peut exister en s'affranchissant de la concurrence très rude. Eh bien, il y a donc toute une méthodologie qui a été développée par donc ces deux professeurs pour montrer que comment on va s'éloigner du champ concurrentiel le plus féroce. Et donc, pour cela, il y a une méthode en 4. Oui, alors d'abord, l'exemple qui est donné dans le livre, qui est emblématique, c'est l'exemple du Cirque du Soleil. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie de cirque. C'est une compagnie québécoise qui, dans les années 80 et 90, a eu beaucoup de succès en réinventant le cirque. Or, en supprimant des choses qui étaient voilà, des icônes du cirque, comme les numéros avec les animaux, voilà, vous voyez, la vente de confiserie, etc. Enfin, ils ont pris tout ce qui faisait le cirque et ils ont décidé de changer certaines choses pour en rajouter d'autres. Ils ont rajouté effectivement des spectacles très colorés, à thème, avec des acteurs, bon, quelque chose qui devenait très différent et qui a fait leur succès. Et donc, c'est un peu la base de la théorie océan bleu, c'est de prendre un produit traditionnel, de regarder les critères habituellement utilisés par tous les concurrents pour créer de la valeur et de se dire qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce que je supprime ou que je réduis. Et donc, effectivement, la méthode, elle s'appuie sur juste ces 4 verbes. Quelles sont les fonctions ou les caractéristiques à exclure? Je supprime ça. Par exemple, eux, ils ont supprimé le spectacle des tigres dans les cirques parce que ça coûte très cher. Bon, aujourd'hui, en plus, bon, tout le monde tend à le faire parce que voilà, le bien-être animal pris le dessus et donc ça. Mais à l'époque, c'était assez révolutionnaire d'exclure les animaux des cirques parce qu'on pensait que le cirque c'était forcément un spectacle animal. Donc exclure certaines valeurs qui peuvent paraître essentielles mais qui en réalité ne le sont pas. Atténuer d'autres, c'est-à-dire diminuer l'importance ou l'impact d'autres fonctions. Et puis par contre, ben, renforcer certaines autres, donc c'est-à-dire donner une place plus importante à certaines caractéristiques, et puis rajouter ou créer des caractéristiques nouvelles pour se différencier de la concurrence. Voilà. Donc c'est toute une méthodologie où on prend les caractéristiques d'un produit une à une et on décide soit de les exclure ou de les atténuer, ou bien au contraire de les renforcer ou d'en rajouter parce qu'il manque quelque chose d'essentiel qui va faire que le produit va devenir innovant. Donc cette méthode participe de la simplification d'un produit, puisque voilà, les 2 premiers, exclure et renforcer, exclure et atténuer, pardon, vont vraiment dans le sens de laisser moins de place à des choses plus secondaires. Et donc avec ça, on peut être guidé sur la façon de reconcevoir son produit. Donc c'est une méthode qui est évidemment beaucoup plus élaborée que la petite simplification que j'en fais là. Et je vous invite, si ça vous intéresse, il y a énormément de documentation sur Internet là-dessus. C'est une méthode qui a été très populaire, qui est un peu plus passée de mode, mais elle est toujours valable, que vous pouvez sans problème creuser. Autre approche, autre méthode aussi créée plutôt dans les années 2010,
c'est la proposition de valeur issue dans les méthodes de design thinking. Et donc là, effectivement, on est focalisé sur le besoin de l'utilisateur et sur la valeur à ajouter, la valeur réelle qu'on propose à l'utilisateur. C'est vraiment le cœur de cette méthode, c'est de mettre l'utilisateur, le client au centre. Alors tout ça est assez évident quand on y réfléchit, mais en réalité, pourquoi ces professeurs ont mis en avant ces méthodes, c'est parce qu'ils ont observé que dans les entreprises, ce n'était pas réellement fait naturellement. Souvent, on conçoit un produit, c'est le service design, c'est le service R&D, c'est les ingénieurs qui développent un produit sans parler au client ou à l'utilisateur final. Eux-mêmes, ils ont une compétence, ils ont des idées, et voilà, ils disent ça serait bien qu'on fasse ça comme ça. Et ensuite, ils vont rencontrer le client pour leur dire voilà ce qu'on a fait pour toi. Et oui, mais on est assez souvent à côté du besoin réel. Et on entend régulièrement des histoires comme ça de produits qui ont fait un flop parce qu'ils étaient conçus sans parler au client. Donc là, ces méthodes-là sont vraiment mettre le client au centre. Et voilà, après, il y a des outils sous forme de diagrammes à utiliser pour remplir, pour étudier, ben voilà, qu'est-ce que fait vraiment le client, quels sont ce qu'on appelle les pains, c'est-à-dire ces douleurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il est tous les jours à se heurter à une difficulté, et puis qu'est-ce qu'il espère, quels sont les gains qu'il voudrait voir dans un produit. Voilà, on travaille par questionnement et observation pour remplir ces matrices-là. Et après, en fonction de, une fois qu'on a bien défini le problème, au final, on va travailler à trouver les solutions. C'est la partie gauche où le produit va répondre donc en créant des valeurs qui vont être perçues comme des gains et en enlevant ce qui est difficile et une difficulté. Voilà. Donc, ça, c'est le troisième principe maintenant que je mets en avant ici. C'est un principe très connu, la loi des 80-20, le principe de Pareto, qui est très connu, mais malgré tout, souvent oublié, puisque, alors, encore une fois, 80-20, c'est des ordres de grandeur, c'est pas toujours exactement ces chiffres-là, il n'y a pas de loi absolument fondamentale qui dirait qu'on tombe toujours exactement sur ces chiffres, mais le message, c'est de dire qu'il y a une majorité assez importante qu'il faut distinguer de la fraction plus minoritaire. Donc, par exemple, voilà, 20% des causes produisent 80% des effets. 20% des fonctionnalités représentent 80% de l'usage des produits. Je parlais de la machine à laver le linge tout à l'heure et on va y revenir comme un exemple que j'ai pris pour vous appliquer ces méthodes. Voilà, moi j'utilise un seul programme de ma machine. Bon, alors, je suis peut-être un peu radical, mais souvent c'est 2 ou 3 et non pas 12, comme ça nous est proposé, voire 24 dans certains cas. 20% des clients, souvent, représentent 80% du chiffre d'affaires dans une entreprise. Voilà, donc est-ce qu'il est vraiment important de s'occuper des clients minoritaires, en tout cas, c'est de cela qu'il faut s'occuper, puisqu'ils représentent 80% du chiffre d'affaires. Voilà, 20% des process représentent 80% du temps consommé dans la fabrication, par exemple, de quelque chose. Donc voilà, il y a toujours cette règle, où est le facteur important sur lequel il faut s'attaquer et auquel il faut répondre. Voilà. Mais, encore une fois, on a toujours quelqu'un qui va dire oui, mais dans les 20%, ça c'est hyper important. Ben non. Si c'est dans les 20%, c'est très relativement important. Voilà. Donc, si on prend ce cadre de référence, eh bien,
on va analyser le produit s'il existe ou les besoins si on est en conception de produit pour dire qu'est-ce qui est vraiment, alors quelles sont les fonctionnalités vraiment utilisées, qu'est-ce qui est rarement activé. Dans les cas d'usage client, si on est en B2B par exemple, quels sont les cas d'usage qui reviennent tout le temps par rapport à ceux qui sont très spécifiques. Voilà, c'est faire cette analyse réelle et documentée de l'usage des produits. Ensuite, en déduire des conséquences. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est-à-dire, si on enlève, on fait l'exercice de dire si j'enlève cette fonction, si j'enlève cette caractéristique, est-ce que le produit tient toujours? Si on dit oui, le produit remplit toujours sa fonction, c'est juste dans le cas epsilon où voilà, le client va pas pouvoir faire telle ou telle chose qu'il fait dans 1% des cas, bon, peut-être qu'on peut décider de s'en passer. Ensuite, évidemment, voilà, il y a aussi des aspects des fois purement décoratifs au sens, voilà, on a rajouté des choses pour faire joli, pour faire bien, mais on se rend compte qu'elles ne sont pas essentielles. Et évidemment, après, il y a une grande opération de décision, de dire, voilà, je prends des décisions et je coupe assez drastiquement ce qui est en trop, sans trembler. C'est ça qui est difficile. Alors, pour terminer, avant de peut-être passer à une phase de questions aussi, je voulais prendre un exemple. Alors évidemment, c'est un exemple un peu facile, un peu fictif, un peu simplifié parce que on n'a pas le temps là de faire une vraie conception de produit, mais je vous montre un peu comment on peut appliquer la démarche. Donc voilà, j'ai pris l'exemple parce que bon, voilà, j'en ai parlé au début et puis que je voulais prendre un produit que tout le monde connaît. La machine à laver le linge, ça marche aussi pour le lave-vaisselle. Hein. Généralement, ça ressemble plus ou moins à ça. Il y a quelque chose où il y a un certain nombre de boutons, où il y a un écran avec un certain nombre d'icônes et assez souvent un manuel de 30 ou 40 pages. Voilà, pour comprendre comment ça marche. Alors moi, personnellement, j'ai toujours du mal. J'essaye, quand j'ai un appareil neuf, d'aller regarder le manuel, mais ça me saoule vite. J'essaye de comprendre où est la chose simple que je peux faire et mémoriser pour ensuite voilà, ne plus avoir besoin de consulter le manuel. Donc, comment pourrait-on imaginer de faire un produit qui soit moins complexe, plus simple, donc plus attractif pour le client, alors qui évidemment n'aura pas cette fonctionnalité que un demi% des gens utilisent, mais est-ce que c'est grave? Donc, pour faire un résumé, un lave-linge standard, c'est voilà, entre 12 et 20 programmes différents, suivant les types de tissus, suivant la température, suivant comment fonctionner un écho rapide, lent, etc. Il y a 7-8 paramètres qui sont mixés dans tous les sens pour faire une combinaison de programmes. Et encore, je suis sûr que les concepteurs ont dû penser que oui, ils avaient fait des choix et qu'ils avaient supprimé le 24e, le 25e et le 26e programme qui auraient pu être utiles dans certains cas. Tout ça, en plus, impose souvent des réglages. C'est-à-dire, dans chaque programme, on peut régler la température, la vitesse d'essorage, etc. Donc, ça donne une variable encore supplémentaire. Et puis, on peut en plus rajouter, en empilant les programmes à la suite, rajouter des séquences voilà, au choix de l'utilisateur. Et tout ça, évidemment, pour que ça soit accessible dans l'interface, eh bien, il faut des écrans, il faut des pictogrammes, il faut essayer de symboliser les choses. Alors, je suis absolument certain que les concepteurs passent beaucoup de temps à essayer de rendre tout ça simple. Mais évidemment, quand on a 30, 40, 50 combinaisons possibles, c'est compliqué de rendre ça simple sur un écran qui fait quelques centimètres carrés. Et donc, après, on fait des manuels d'utilisation qui sont souvent
long, épais, compliqué, d'autant plus si c'est des produits étrangers et qu'en plus la traduction passe par là, ce qui fait que des fois il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles. Donc voilà, on est face à un produit qui est finalement assez peu directement utilisable par le client, en tout cas pas satisfaisant. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens trouvent des stratégies de défense. Soit ça existe, hein, l'utilisateur exceptionnel qui va savoir absolument comprendre tous les programmes et savoir quand les utiliser. Mais ça, il est certain qu'il est extrêmement minoritaire. Et l'utilisateur normal va mémoriser 2 ou 3 programmes qui conviennent à son usage et ensuite répéter indéfiniment cette utilisation. Alors, ceci dit, voilà, ça donne toujours l'impression qu'on n'utilise pas très bien son outil, que si on savait mieux l'utiliser, ça marcherait mieux. Moi, je vais vous parler de mon thermostat de chauffage. J'ai toujours l'impression que si je savais mieux l'utiliser, je ferais peut-être des économies. Mais voilà, par fainéantise, certainement, par ennui, par manque de temps, je refuse de passer des heures à comprendre comment ça marche. Et je me prive certainement de quelque chose qui marcherait mieux. Voilà, donc ça, c'est la situation de départ. Si on est marchand de lave-linge et qu'on veut se différencier, proposer une innovation, comment va-t-on faire? Eh bien, déjà, il faut essayer vraiment de comprendre ce que le client veut. Qu'est-ce qu'il veut faire de sa machine? Ce qui paraît assez simple, hein, c'est avoir du linge propre, ne pas l'abîmer, donc que la machine soit relativement indolore pour le linge. Il ne veut pas réfléchir quand il veut laver son linge, il ne veut pas perdre de temps, et il veut aujourd'hui consommer le moins possible d'eau et d'énergie. Voilà un peu ce que le client attend. Et à la fin, ce qu'il veut obtenir, c'est un linge propre de façon fiable, c'est-à-dire sans se poser la question, est-ce que mon linge va être propre cette fois-ci? Est-ce que la machine va bien faire son job? Il veut que ses vêtements sortent évidemment non détériorés pour avoir l'esprit tranquille, gagner du temps et ne pas payer trop cher cette fonctionnalité. Voilà en gros l'attente client. Comment maintenant on va répondre à ça? Et on peut déjà, si on est en travail de reconception du produit, ou même là, pour le coup, si on veut se lancer et produire une machine, on peut récolter des données quand même sur ce que les gens font et se rendre compte que quels sont les programmes que les gens utilisent majoritairement, quels sont les paramètres qui correspondent le plus largement à ce que les gens font, non pas à ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font vraiment, c'est-à-dire dans les faits, ce qui compte, ce que les gens vont faire à la fin. Donc, observer ça pour pouvoir dire, c'est là qu'est la majorité du marché, parce que finalement, ce qu'on veut à la fin, c'est vendre des machines. Donc, voilà, la plupart du temps, bon, là je ne garantis pas, hein, ne prenez pas ces datas comme étant fiables à 100%. Hein, ça, c'est un exemple de à quoi on pourrait arriver. De type de linge, de température, d'essorage, de vitesse d'essorage, comment les utilisateurs, quel programme ils utilisent, peut-être 2, peut-être 3, comment ils reproduisent en permanence les mêmes séquences. Donc, là, j'ai perdu ma souris, ça y est, non. Dans la troisième étape, on va essayer de reformuler, dans l'étape design, de reformuler maintenant les attentes pour le bureau d'études. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une machine qui ne fasse pas d'erreur, où il n'y ait pas, voilà, on ne se trompe pas, qui protège le linge, qui maîtrise la consommation et qui se lance sans paramétrage complexe avant de démarrer. Ça, c'est la formulation claire de l'attente. Et ensuite,
on rentre par exemple dans la conception océan bleu que je vous ai présenté tout à l'heure, avec les 4 phases, exclure, atténuer, renforcer, créer. Donc, qu'est-ce qu'on va exclure? On va supprimer la majorité des programmes qui ne sont pas utilisés. On va supprimer les réglages manuels de température. Programme 1, on peut régler la température 30, 40, 50. Bon, ben, voilà, non, on va supprimer ça, on va choisir une température. On va supprimer les pictos qui ne sont pas très compréhensibles. Et puis, de toute façon, si on supprime les réglages, on a besoin de moins de pictos. Ensuite, voilà, on va essayer d'atténuer, de diminuer au maximum le nombre de boutons, le nombre de choix de démarrage pour alléger la charge cognitive du client. Et après, évidemment, on va travailler à renforcer l'efficacité, c'est-à-dire dans ces conditions choisies, on va essayer d'être le plus performant possible. Donc d'avoir le meilleur lavage possible en économisant le plus d'eau et d'énergie. Et puis, pour atteindre tout ça, il va falloir quand même peut-être travailler. C'est pas seulement supprimer et puis dire voilà, bon, on garde juste un truc, c'est qu'il va falloir peut-être innover pour être plus performant. Donc, par exemple, là, on peut peut-être dire qu'il faut un système de réglage, d'adaptation de la température au cours du cycle, de l'essorage qui va s'adapter automatiquement en fonction du poids, du remplissage, voilà. On va peut-être devoir mesurer au départ la saleté du linge ou la charge, la répartition, etc. Voilà, donc avoir peut-être des fonctionnalités un peu plus technologiques qui permettent ensuite de piloter le lavage de façon optimale, mais sans que l'utilisateur n'ait à intervenir. Pour que lui, son seule action, ce soit d'appuyer sur le bouton « Je démarre ». Voilà un peu comment la méthode peut se travailler. Et vous voyez qu'elle n'exclut pas du tout un travail qui est peut-être le plus dur d'ailleurs, pour faire simple, d'arriver à compenser cette simplicité par un peu plus de technologie ou d'automatisation du produit. Et donc, à la fin, on peut imaginer que la machine ressemble à ça. Voilà, j'ai trois programmes, mais qui sont clairs, linge quotidien, linge délicat, linge sale, et puis j'appuie sur le bouton et ça démarre, et la machine toute seule adapte son lavage pour obtenir le meilleur résultat. Et donc, j'aime bien cette phrase qui dit, c'est l'utilisateur qui choisit l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire, et la machine décide des paramètres. C'est pas fournit pas à l'utilisateur une machine multiparamétrique en disant débrouille-toi avec ça. L'utilisateur n'a pas pour vocation de se substituer à l'ingénieur ou de se substituer à l'opérateur d'un objet complexe. Et donc, qu'est-ce que ça procure? Ça procure des gains pour le client, et moins de stress, du gain de temps, le sentiment d'être très à l'aise avec son produit, donc d'être très satisfait. Et puis, pour le fabricant, malgré tout, il y a peut-être moins d'appels, moins de SAV et une proposition marketing qui est différente de celle de la concurrence, avant que tout le monde comprenne qu'il faut aller dans cette direction, et donc qui permet d'être mieux positionné sur le marché. Donc voilà. Pour réussir cela, ça sera ma dernière slide, pour réussir cela, il faut peut-être revoir un peu la façon de s'organiser en interne dans une entreprise où assez souvent les services marketing, commerce, technique, fabrication, etc. sont bien séparés, et quand on fait un projet, on va successivement faire travailler chaque service sur le projet, mais en continuant à être un peu siloté. Et là, pour réussir à simplifier un produit, pour moi, je pense qu'il faut avoir une équipe intégrée dès le début, avec des composantes appartenant à chacun des services. Alors, évidemment, je parle là pour des sociétés assez bien structurées. Il faut, dès le début,
mettre cette implication des clients, les mettre dans la boucle avec ces retours d'expérience, les observations des questionnaires, et ensuite, quand on est en phase proto, les mettre dans des phases de test. Et puis peut-être inventer un poste qui n'existe pas aujourd'hui, mais un responsable simplicité, c'est-à-dire une personne dans l'équipe projet qui va être chargée de vérifier que les choses sont simples et qui va donc en permanence questionner les ajouts, les modifications, les options, etc. Et être un peu celui qui embête à poser les questions bêtes pour dire mais pourquoi, à quoi ça sert, est-ce que c'est bien utile et ça, on ne peut pas faire plus simple. Voilà, parce que ça permettrait qu'il y ait quelqu'un qui se sente investi de cette mission de garder un produit simple à la fin. Et puis évidemment, quand on aura réussi à faire quelque chose de plus simple, il va falloir revoir complètement l'approche marketing et l'approche commerciale, puisque on n'aura plus le même discours, puisqu'on va s'adresser à peut-être une cible plus spécifique, avec des arguments qui vont porter. Et donc, voilà, pour réussir tout, il faut accompagner de cette dernière démarche. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et je suis quand même à votre disposition encore pour 1 ou 2 minutes pour terminer à l'heure sur les questions. Et sinon, juste avant, voilà, je vous partage, et vous aurez les copies de ces slides, quelques articles que j'ai pu écrire qui vont peut-être plus loin ou qui, en tout cas, vous permettront de revenir sur ces grands sujets de la simplicité. Y a-t-il des questions ? Alors, là, il y avait une longue question d'Eric. La problématique est que l'utilisateur, le client, l'éditeur, le donneur d'ordre ont eux-mêmes tendance à complexifier. Oui, alors exactement. L'utilisateur aussi, vous avez raison, il faut se méfier des fois. Le client, il en veut toujours plus, parce que lui, il ne sait pas. Finalement, il en veut toujours plus en se pensant que ça restera simple. Donc oui, il y a des arbitrages à faire, ça je suis absolument d'accord. Comment les embarquer dans une démarche de simplification? Quel levier sans paraître péremptoire? Comment le marché de la machine à laver ou la complexité rassure le client, sinon nous aurons des machines à laver plus simples? Moi, je pense que effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le biais de l'expertise. Plus c'est complexe, plus ça paraît expert, plus c'est cher, plus ça paraît bien. Voilà, tout ça, ce sont des biais cognitifs importants qu'il faut débunker. Alors évidemment, ça demande un discours différent. Ça demande de ne pas être le suiveur. Moi, j'entends toujours les gens dire oui, c'est ce que les gens veulent. L'autre jour, j'étais chez le concessionnaire auto et je demandais une voiture simple. Parce que ça n'existe plus non plus, les voitures simples. On me dit oui, mais c'est ce que les gens veulent. Moi, je ne suis pas du tout persuadé. Je pense que les gens, on leur a lavé le cerveau qu'il fallait des voitures compliquées avec des attentes compliquées. Moi, ce que j'entends, c'est que les gens veulent des voitures pas chères. Or, pas chères, forcément, ça doit aller vers un peu de simplification. Donc, il faut avoir le courage de se démarquer du discours ambiant qui est des fois effectivement met en avant la complexité parce que la complexité, finalement, elle peut dans certains cas être bonne pour le fabricant, hein, parce que lui, ça lui permet de vendre les choses beaucoup plus chères sans que ça soit justifié. Voilà, effectivement, c'est ce que vous dites, les constructeurs automobiles remettent difficilement en cause le poids de dizaines d'années, je suis d'accord. D'où aussi le fait que souvent, les innovations radicales, celles qui simplifient réellement les choses, elles ne viennent pas du milieu en place, elles viennent d'un impétrant, donc une start-up, un entrepreneur innovant qui va révolutionner le marché. C'est ce qu'a fait Musk, par exemple, avec les fusées. Hein. Les fusées, c'est absolument l'archétype de la complexité. Ben, Musk a réussi à faire des fusées plus simples qui se reposent toutes seules et qui repartent. Voilà, donc tout ça, tout ce que les grands organismes et les grandes sociétés en place à l'époque pensaient impossible. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, alors il y en a eu plusieurs qui ont été posées dans le chat avant, donc c'est vrai que ça, ce côté-là, c'est un Pardon. peu frustrant de ne pas avoir d'interaction pendant la présentation. Mais du coup, je rebondis un peu sur le coût des voitures, où en effet, là, c'est un coût qui est assez énorme, et donc où les acheteurs vont réfléchir à deux fois, ils vont peut-être bel et bien avoir besoin que de la voiture
Par contre, si c'est des produits un peu plus bas de gamme ou enfin en plus accessible, imaginons, j'en sais rien, un four ou quelque chose, prendre le premier prix, le prix le plus simple, généralement, c'est synonyme aussi de faible qualité. Et donc, on a tendance à vouloir prendre un produit intermédiaire. Donc, est-ce que finalement, le fait de trop simplifier peut aussi desservir le fait de vendre notre produit? Bah, oui, alors si on veut, alors attention, hein, parce que la simplification n'est pas synonyme de low cost. Apple a fait sa réputation sur la simplification des interfaces. C'est pas spécialement low cost. Euh, Effectivement, il ne faut pas se tromper de combat. Si on simplifie à outrance pour réduire le coût et que c'est le seul objectif, on va tomber dans la dérive de produits low cost qui va être peut-être mal apprécié par des gens qui ne veulent pas cette image-là. Donc, c'est effectivement un chemin qu'il faut bien choisir, c'est de dire je fais simple, mais ce n'est pas forcément low cost parce que encore une fois, des fois, faire simple, ça demande un peu de technologie. Comme j'expliquais, la machine, s'il n'y a plus tous les réglages que fait l'utilisateur qui est censé amener au fonctionnement idéal, c'est que la machine doit le faire toute seule. Donc, on va peut-être mettre de l'IA maintenant dans la machine pour que toute seule, elle s'adapte. Mais l'apparence de simplicité, en tout cas pour l'usager, va être là. Donc oui, c'est ne pas confondre simplicité et low cost en disant il n'y a plus rien. Voilà. Non, simplicité veut dire c'est plus dans la perception et dans l'interface qu'il faut aller en enlevant ce qui n'est pas utile ou ce qui rend l'usage difficile. Alors, toujours en rebondissant, pardon, ça va être la dernière question, je laisserai la place aux autres. Toujours en rebondissant sur ce qui vient d'être dit là, ça voudrait dire qu'un produit équivalent, donc en termes de prix, pour pas avoir ce côté low cost, est-ce qu'un choix pour un client qui vient et qui se dit, bah, j'ai une machine à laver qui est ultra simple avec un bouton et il y en a une autre à côté qui est quand même pour le même prix, qui est quand même complète, est-ce que le client n'aurait pas tendance à aller vers la plus complète parce que pour le même prix, bah, au cas où que je l'utilise? Donc c'est pareil, même si elle est plus simple, est-ce que la personne, par le biais de la perte à la version, est-ce qu'elle a pas, elle aurait quand même naturellement pas tendance à se diriger vers le produit plus complexe au cas où? Alors, il y a, et ça on ne peut pas y échapper, il y a des gens qui sont paradoxaux, hein, qui vont râler que le truc est compliqué et qui vont malgré tout faire ce que tu dis. Ça arrivera. Maintenant, je pense que si c'est bien expliqué, si le discours est simple, si le marketing est bien fait, pour moi, j'aurais quand même tendance à penser que l'offre simple va parler plus facilement aux gens. Après, encore une fois, il faut bien identifier quel est son persona. Il y a des gens qui sont par exemple, je prends la téléphonie, par exemple. La téléphonie, aujourd'hui, au départ, c'était censé devenir simple. Maintenant, ça peut paraître complexe pour une certaine catégorie de gens. Voilà, si on vise cette catégorie de gens, je pense qu'un produit beaucoup plus simple, beaucoup plus amoindri, va avoir de l'impact. Il y a aussi ça, c'est pour qui on le fait. Il ne faut pas se tromper. Si on veut vendre des produits à des geeks, entre guillemets, oui, s'il est trop simple, ça ne va pas leur convenir. Voilà, mais il faut choisir sa bataille, il faut choisir à qui on veut vendre. C'est ça souvent qui est difficile. Et la même entreprise peut avoir un produit simple, un produit plus complexe, un produit très complexe. Ce n'est pas interdit s'il est ciblé différemment. Merci Christian pour cette présentation et pour les échanges. Donc, comme d'habitude, je vous invite à nous contacter si vous voulez des compléments sur le contenu de ce webinaire ou si vous avez un projet dont vous souhaitez que l'on discute. Vous recevrez d'ailleurs prochainement un mail avec le support de présentation utilisé et nos coordonnées. Et enfin, avant de nous quitter, petite page de publicité, le programme des matinées et webinaires de l'innovation fait une pause en mars pour laisser place au West Data Festival, un événement de 3 jours sur l'utilisation des données de l'entreprise et l'intelligence artificielle, l'occasion de participer à des conférences, des tables rondes et autres ateliers pour découvrir les potentialités offertes par vos données et imaginer des usages concrets pour votre entreprise. Je vous invite à visiter le site www.westdatafestival.fr pour découvrir le programme et vous inscrire. Et si vous êtes intéressé, nous pouvons vous le communiquer, il suffit de nous le demander. Merci à toutes et à tous pour votre présence à ce webinaire de l'innovation. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis peut-être à bientôt sur un prochain webinaire.